Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Chers étudiants, chers professeurs, s'il y en a, je ne sais pas, en tout cas, bienvenue dans notre espace de conférence, notre espace André Malraux aujourd'hui. Je crois que c'est un beau sujet. Merci en tout cas à l'Université internationale des études étrangères, CISU, Shanghai, de me permettre de parler devant vous, avec vous aujourd'hui. J'en suis très heureux. Merci, merci, merci au groupe ART, aux organisateurs, à Laura, à Madame Wang Belli, au directeur du département, etc., etc. Donc, je commence. Malraux, convoqué aujourd'hui ici Malraux, c'est au fond parler avec les morts. C'est exhumer un titan terrifiant, ressusciter un monde disparu. Ce monde, c'est le XXe siècle. Or, comme ce siècle, Malraux a encore des choses à nous dire. Né en 1901, mort en 1976, Malraux a traversé les deux guerres mondiales, la guerre d'Espagne, les guerres coloniales. Il est passé aussi, du point de vue politique, du Parti communiste à Charles de Gaulle, dont il fut le ministre, et pas n'importe lequel, ministre de la Culture. Pour ma génération, Malraux, c'est bien la silhouette d'un fantôme dans les brumes du passé. Malraux, dont la voix tremblante et profonde ne cesse de me dire, de nous dire encore aujourd'hui, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, comme ce 19 décembre 1964, au cours duquel Malraux a ouvert les portes du Panthéon au chef de la résistance française. Donc, dialoguons avec ce titan, Malraux. Je vous passe un extrait vidéo. Normalement, vous allez avoir le son et l'image. Alors, je vais regarder. Attendez. Je vais faire New Share avec le PC. Sinon, vous n'allez pas entendre le son de la vidéo. Maintenant, je sais comment ça marche. Au début, je m'étais fait piéger. Voilà. Donc, normalement, il y aura la vidéo. 1, 2, 3. C'est parti. Si je me mets un petit peu de côté. Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Tout le monde entend? C'est bon? Vous avez le son? Quelqu'un me dit oui ou non? Oui. Bon, bah, très bien. Alors, on s'en remet encore une couche. Je repasse et l'extrait en entier, ça dure 1 minute. Mais c'est pour nous replacer dans l'ambiance de ce qu'a pu être Malraux pour nous, jeunes. C'était ça. C'était le ministre de Gaulle et cette voix terrible du 19 décembre 1964. Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Et la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Plus personne ne parle comme ça aujourd'hui. On a envie d'applaudir. Et donc derrière le Panthéon, la patrie aux hommes reconnaissants. Et donc l'entrée de Moulin au Panthéon. D'ailleurs, Malraux, depuis, a rejoint, je crois en 96 ou 97, a rejoint Jean Moulin au Panthéon, à côté de Victor Hugo, à côté de bien d'autres, de Voltaire, etc.
Et donc vraiment une voix, enfin, cette image assez, pas terrifiante, mais assez forte, très forte, hein, de l'homme politique, du ministre de Gaulle. Alors, en fait, évidemment, Malraux a été, et ici on voit une très belle photo, c'est sans doute la photo la plus célèbre d'André Malraux jeune. Hein, elle a été prise par une très grande photographe d'origine allemande, mais qui a beaucoup travaillé en France, Gisèle Freund, hein, en 1935. C'est ce Malraux, la cigarette à la bouche, au coin de la bouche, et puis les cheveux au vent. En effet, il y a aussi l'écrivain, bien sûr. Malraux a reçu le prix Goncourt en 1933 pour son roman La condition humaine. C'était le dernier volet d'une trilogie précisément centrée sur l'Asie et la Chine. Après Les Conquérants en 1928 et La Voie royale en 1930. La condition humaine fait partie des classiques. J'allais dire que quand j'étais élève, bon, au lycée, hein, pas au collège, mais au lycée, on avait ce livre à lire, c'était obligatoire, on l'avait comme un livre de chevet. Hein. C'était une lecture difficile d'ailleurs, je dois bien le dire, c'était Malraux, c'est assez difficile à lire. Donc, voyons encore, alors non pas l'image du ministre, mais l'image de l'écrivain à l'époque, donc, ces actualités, ce petit film montrant, cet extrait montrant Malraux et le prix Goncourt. Donc là aussi, je vous passe la petite vidéo, ça dure 1 minute aussi, je crois. Ah oui, là, on est bien dans l'ambiance d'avant-guerre. Messieurs, le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux pour son roman La condition humaine. Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer parfois et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Les ayant rencontrés dans ma vie, dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris. Que ceux qui mettent leur passion politique avant le goût de la grandeur où qu'elle soit s'écartent d'avance de ce livre qui n'est pas fait pour eux. Voilà, alors, la vidéo est très connue, enfin, la vidéo moins, hein. Personnellement je ne la connaissais pas, mais l'image de Malraux, la main dans les cheveux, c'est vraiment l'image de l'écrivain maudit, et donc son livre a vraiment eu un grand retentissement. D'ailleurs, son sujet, la condition humaine, ça se passe en Chine, à Shanghai, hein, pendant la révolte, la rébellion communiste, écrasé dans le sang par la bande verte et les troupes de Chiang Kai-shek. Donc, c'est un sujet chinois et un sujet communiste. Malraux était communiste à l'époque. Pourtant, paradoxalement, et je regardais, on ne va pas en parler, mais le livre a une réception assez médiocre en Chine même, et même encore aujourd'hui, peu de gens travaillent sur Malraux. Alors, il faut bien le dire, et c'est là où on voit, j'ai pris l'extrait d'une émission qui était très intéressante il y a 30 ans, hein, sur les questions historiques. C'est Jean Lacouture qui, je ne sais pas si on le voit, je pointe la souris dessus, c'est son visage. Jean Lacouture a écrit une biographie qui a beaucoup fait progresser les études sur Malraux, où en fait on s'est rendu compte que Malraux a beaucoup exagéré ses aventures, son vécu. Enfin, voilà, ça fait partie des caractéristiques du personnage. Mais il est vrai que du point de vue littéraire, de manière générale, on peut dire qu'il ne reste pas grand-chose de l'héritage littéraire des romans de Malraux. Aujourd'hui, on ne lit plus tellement Malraux. Cependant, et c'est là où je passe à une image en couleur, justement, hein, image qui a été prise, alors qu'on peut trouver au musée Pompidou, Beaubourg, musée national d'art moderne, toujours une image prise par Gisèle Freund, cette image en couleur, et Gisèle Freund a été une des premières à faire des portraits en couleur. Et donc là, on a une image plus, je dirais, plus agréable, plus amenante de Malraux, précisément comme ses écrits, qui sont ceux vraiment qui probablement resteront dans la postérité, ce sont ses écrits sur l'art. Au fond, Malraux
on s'en rend pas spécialement compte, il a cessé d'écrire des romans à 41 ans. Hein. En fait, il est probable qu'il avait une autre ambition que celle d'être romancier, comme si sa période de romancier, 10 ans d'une vie, n'avait été qu'un entracte. Un entracte, comme au théâtre, entre deux parties d'une pièce. En effet, c'est ce que nous révèlent ces écrits sur l'art qui ont été rassemblés en 2 volumes, alors 2 gros volumes, hein, dans une collection prestigieuse, la collection de la Pléiade en 2004. Donc ces écrits sur l'art, donc qui sont consacrés à l'art et qui au fond, je le pense, seront, bon, on se souviendra toujours du prix Goncourt, etc., comme les autres prix Goncourt, mais au fond, je pense que les générations d'aujourd'hui et puis suivantes seront plus à même de regarder davantage ses écrits sur l'art, et c'est bien pour ça que j'en parle avec vous aujourd'hui. Mais attention, et c'est tout de suite une précision, Malraux ne fut pas historien de l'art. Hein. Je le répète, Malraux n'a jamais été un historien de l'art, mais un écrivain d'art. Donc, Malraux n'a pas été historien de l'art, mais un écrivain d'art, et ce qui est très différent. Et c'est bien là, effectivement, son œuvre littéraire essentielle, qui a d'ailleurs, là aussi, inspiré son action politique et culturelle qu'il mena précisément au ministère de la Culture. Effectivement, hein, comme je le disais au début, j'y reviens, mais Malraux a été le ministre de la Culture, le premier hein, ministre de la Culture. Malraux a incarné ce poste, hein, créé en février 1959, incarné le poste de ministre de la Culture, hein, qui a permis au général de Gaulle, arrivé au pouvoir en 1958, de signifier que eh bien, le rayonnement mondial de la France, et ça n'a pas changé, c'est une politique qu'on mène depuis cette époque-là, que le rayonnement mondial de la France devait aussi passer par la culture, et non pas simplement par la puissance. Ou au fond, de dire aussi que la puissance, c'est également la culture. Et donc, il fallait pour ça un ministère dédié. Il y a aussi chez Malraux une idée très importante, toujours très vivace, en France en tout cas, et ailleurs désormais, l'idée de désir de démocratisation de la culture. Et donc, je cite, la démocratisation de la culture, c'est la mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français. Bon, là, on veut dire pas seulement aux Français, hein, accessible au monde entier. D'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, la notion de patrimoine, qui est également une notion nouvelle à l'époque, et de favoriser la création de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Et donc de lier la création contemporaine à l'héritage des arts du passé. Fin de citation. Mais cet aspect très important de ce qu'a pu être le romancier engagé communiste au ministre de la Culture de Gaulle par ses écrits d'art, encore une fois, pas d'historien, mais ses écrits d'art, ce n'est pas notre sujet. C'est un sujet différent, un peu plus politique. Ce qui m'intéresse précisément aujourd'hui de voir avec vous, c'est le musée imaginaire. C'est le titre de ma présentation. Alors, pour être tout à fait clair et précis, le musée imaginaire est un livre. Hein. Donc, c'est un des 3 volumes. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis en italique? Je devrais mettre en... Vous voyez, je corrige en même temps. C'est pas important, mais ça me... Voilà, hop. Par contre, il faut que je... Ah si, c'est bien, ça revient automatiquement. Donc, le musée imaginaire fut un des 3 volumes de ce qu'on appelle la psychologie de l'art. Hein, donc, ces écrits, ces publications sur l'art, ces écrits d'art hein, que Malraux a publiés entre 1947 et 1950. Hein, la monnaie de l'absolu, la création artistique et le musée imaginaire, très connu, la couverture avec ce doigt pointé vers le ciel. Et puis, le musée imaginaire a été intégré dans un autre ouvrage, Les Voix du silence, en 1955. Donc, on avait le musée imaginaire qui était en fait la première partie de ces Voix du silence, publiées en 1951. Et enfin,
le musée imaginaire a été publié, complété, remanié une dernière fois en 1965, donc au moment où précisément Malraux était en poste au ministère de la Culture. Alors je vous montre l'exemplaire dont j'ai disposé ces derniers jours. Alors pourquoi? Parce que je pensais l'avoir comme beaucoup de livres, hein, je vous montre la bibliothèque, enfin, voilà, une partie. Et en fait, je ne l'ai pas. Je ne l'avais pas, et donc j'étais un peu ennuyé. J'avais d'ailleurs demandé à un certain nombre de vos camarades, est-ce que vous n'avez pas, etc. Est-ce qu'on ne le trouve pas en ligne? Et donc, non, on ne trouve pas, l'ouvrage n'est pas disponible, aussi célèbre soit-il et intéressant, on ne le trouve pas, même en version électronique. Donc j'ai demandé à un monsieur ancien conservateur général du patrimoine, avec qui je travaille beaucoup à Paris, de m'envoyer, il a pris en photo son exemplaire. Bon, c'est pour ça, on voit, c'est pas mes doigts, ce sont les doigts gracieux et intelligents de monsieur Emmanuel Schwartz, je le remercie et je lui rends hommage. Hein, c'est son musée imaginaire. On voit d'ailleurs qu'il il mettait hein, le fait d'écrire, je vous conseille d'écrire dans les ouvrages, hein, d'annoter. Hein, donc le tableau là est au Prado. Bref, donc. Mais on voit bien que ce livre est très important pour les historiens de l'art, pour les conservateurs. Ça fait partie vraiment des choses absolument à connaître. Donc le musée imaginaire. Donc c'est l'édition, celle-ci que j'ai utilisée, qu'on va utiliser, celle de 1965. Donc quand je renvoie à des paginations, tel passage, telle page, c'est l'édition de 1965. Cet ouvrage est très important, effectivement, parmi ses écrits sur l'art, qu'à son titre même, à l'idée de musée imaginaire, résume toute la pensée de Malraux, la pensée malrussienne sur l'art, et d'une manière qui peut nous parler encore aujourd'hui. L'idée même de musée imaginaire, on peut le dire, appartient déjà à la postérité, elle est entrée dans la postérité, elle est quasiment entrée dans le langage courant, on l'entend très souvent, mon musée imaginaire, ton musée imaginaire, le musée imaginaire d'un tel ou d'une telle. C'est comme une catégorie, c'est devenu une catégorie de la pensée française sur la culture. Alors, ma présentation, oui, j'ai fait une introduction un petit peu longue, pardonnez-moi, mais pour un petit peu planter le décor, quoique, un quart d'heure, ça va, 5 minutes. Je fais toujours des introductions assez longues. La présentation va comporter 3 parties à propos du musée imaginaire. Tout d'abord, pour le faire comprendre, hein, le musée imaginaire, c'est une prise de conscience. Le musée imaginaire, c'est une libération. Et le musée imaginaire, c'est une métamorphose. Alors, je dis une, et non pas la prise de conscience ou la libération ou la métamorphose, c'est une parmi d'autres, dont la nôtre. C'est-à-dire qu'au fond, à la prise de conscience, à la libération et la métamorphose de Malraux, à travers son musée imaginaire, c'est aussi, il convoque la nôtre. C'est-à-dire qu'il va nous impliquer. C'est pour ça que j'ai utilisé une. Hein, à chaque fois, celle de Malraux, c'est aussi la nôtre. Chaque idée de Malraux, c'est la sienne, mais c'est aussi la nôtre. Voilà. Donc, je vais présenter ce que Malraux entendait par son musée imaginaire à travers ces 3 thèmes. À l'intérieur de ces 3 thèmes, il y a aussi quelques idées, je vais un petit peu détailler, hein, dont je tirais un petit peu des enseignements aussi contemporains, c'est des choses un petit peu utiles pour vous, étudiants. Voilà. On va commencer. La prise de conscience, une prise de conscience. Le musée imaginaire, c'est une prise de conscience. Alors, voici comment Malraux, hein, dans son introduction au musée imaginaire, explique ce que c'est, en tout cas la naissance du pourquoi le musée imaginaire, pourquoi est-ce qu'il a inventé le musée imaginaire. Donc, je lis, vous pouvez également lire en même temps que moi, le rôle des musées dans notre relation avec les œuvres d'art est si grand que nous avons peine à penser qu'il n'en existait pas ou qu'il n'en exista jamais là où la civilisation de l'Europe moderne est ou fut inconnue. Et qu'il en existe chez nous depuis moins de 2 siècles. Donc c'est déjà l'idée de dire que c'est prendre conscience que ce qui nous paraît normal aujourd'hui, les musées avec plein d'œuvres dedans, c'est quelque chose qui essentiellement vient d'Europe. Il n'y avait pas cette tradition du musée ailleurs qu'en Europe, pas que je sache, ni en Afrique, ni même en Asie, ni même en Chine. On avait une autre manière de montrer les œuvres d'art que le musée,
tel qu'on l'a inventé à l'époque moderne. Ensuite, évidemment, c'est une création récente. Ces musées n'ont pas plus de 2 siècles. Alors, vous voyez, je dis, c'est page 9 de l'édition 65. Alors, une image connue, évidemment, c'est celle du Louvre. Parlons de la France et donc de ce grand musée national, le premier grand musée national, fondé le 10 août 1793 pendant la Révolution française, pour fêter précisément l'anniversaire de la chute de la royauté. L'Assemblée révolutionnaire, à l'époque, la Convention, décida la création de ce qu'on appelle un muséum central des arts de la République. Alors c'est intéressant, la précision, où seraient mises à la disposition du peuple les collections royales, parce qu'effectivement il y avait des collections royales et le Louvre était déjà un musée, mais privé pour le roi, et les œuvres d'art qu'on avait confisquées aux émigrés, donc aux nobles qui avaient fui vers l'étranger, et dont on s'était emparé des biens, des œuvres d'art, et ce qu'on avait pris aussi dans les églises, confisqué aux églises. Donc on voit bien que, en tout cas en France, la tradition du musée, c'est un peu une tradition déjà révolutionnaire, très énergique, si je puis dire. Et donc on a un tableau ici d'Hubert Robert, qui est une vue, un projet de ce que pouvait être, ou ce que devait être la grande galerie du Louvre, qui était celle, la première orientée vers la Seine, que devait être le projet d'aménagement de la grande galerie du Louvre. C'est un petit clin d'œil, parce que je reviendrai sur cette image de la grande galerie du Louvre par Hubert Robert à la fin de ma présentation. Mais ce qui explique aussi le musée imaginaire, c'est l'idée suivante. Évidemment, il faut un musée, de vrais musées, qui sont des choses récentes et plutôt venant d'Europe, exemple le Louvre en France. Mais voilà ce que dit Malraux à propos des musées. Mais nos connaissances sont plus étendues que nos musées. Le visiteur au Louvre sait effectivement qu'il n'y trouve significativement ni Goya, ni les grands Anglais, ni la peinture de Michel-Ange, ni Piero de la Francesca, ni Grunewald, à peine Vermeer. Plus loin, dans la même page, la réunion de chefs-d'œuvre, dont tant de chefs-d'œuvre sont absents, convoque dans l'esprit tous les chefs-d'œuvre. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que Malraux nous explique qu'au fond, le musée imaginaire, provient du fait que les grands musées, et le Louvre est le plus grand musée du monde, le Louvre est le plus grand musée du monde, encore aujourd'hui, eh bien, ce sont des ensembles incomplets. Incomplets parce qu'ils sont le résultat des hasards de l'histoire, des dons, des collections, des guerres, des prédations même, on parlait de la Révolution, mais Napoléon, des choses qui ont été prises à droite, à gauche, etc., etc. Et donc, en quelque sorte, un musée, aussi grand soit-il, aussi grand sera-t-il, ne pourra jamais contenir l'ensemble des œuvres, des formes créées par l'humanité. Alors pour le Louvre également, et on voit par rapport au début le résultat, un petit clin d'œil aussi à la Chine, puisque dans sa configuration actuelle, qui date des années 1980, eh bien c'est le grand architecte Pei Yuming, qui a donné cette allure si caractéristique de ce qu'on appelle le Grand Louvre, ce grand projet des années 1980. En effet, si je reviens sur l'idée de Semant, Napoléon, on ne peut pas non plus mettre toutes les œuvres d'art dans un musée. On ne peut pas imaginer que Napoléon n'a pas pu rapporter la chapelle Sixtine et ses fresques et les mettre à l'intérieur du Louvre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre les cathédrales dans et leurs décors au Louvre, aussi grand soit-il. Même aux États-Unis, un grand mécène, parlons d'argent, un grand mécène américain n'aurait pas pu acheter et transporter le grand portail royal de la cathédrale de Chartres, que certains connaissent, qu'on a vu ensemble en cours. Eh bien, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas faire ça et le mettre au Metropolitan de New York, c'est impensable. Donc, œuvre non présente, intransportable, trop grande, je dirais, la non-exhaustivité des muséums, aussi grands soient-ils, comme le Louvre, eh bien, empêche, au fond, de rassembler tout et le meilleur de l'art. Alors, comment faire? Comment faire pour, au fond,
résoudre ce problème, ce désir, cette appétence et ce désir légitime de rassembler tout l'art et le meilleur de l'art dans un musée? Eh bien, tout simplement par la photographie. Et on a une très belle image ici où on voit Malraux au milieu de ces photographies. C'est une image très malrussienne. Malraux égal à lui-même, cigarette toujours, et avec des images, alors c'est un tableau d'images au fond là aussi, des œuvres réelles, et puis surtout ces images, ces photographies, partout, par terre. C'est une vision de son musée imaginaire qui est essentiellement, c'est pour ça qu'il faut bien le préciser, c'est une vision littéraire, une vision imaginaire, et c'est une vision photographique. En effet, Malraux a raison, penser que par la photographie, et pour la première fois dans l'histoire, une époque pouvait rassembler, enfin rassemblait, ou pouvait rassembler en tout cas, les arts du monde entier depuis la préhistoire. Dans ce sens, Malraux, en ce sens, pardon, Malraux poursuivait par l'imagination, par les moyens aussi de son époque, la photographie, ce rêve encyclopédique, humaniste et universel, un rêve français qui était issu de la pensée des Lumières et de la Révolution, inscrit dans l'histoire par la Révolution française. Mais ce rêve, au fond, et c'est là que je fais un autre clin d'œil, un autre lien avec la Chine a repris à son compte cette idée, et je pense à Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen, alors on a Malraux, le musée imaginaire, mais Tsai Ing-wen avait lui une autre idée aussi géniale, une intuition, c'était remplacer la religion par l'art. Alors imaginons, c'est un petit peu comme imaginer Confucius et puis Socrate discutant ensemble, eh bien imaginons Tsai Ing-wen et Malraux, qu'est-ce que ces deux personnages auraient fait s'ils avaient pu travailler ensemble? Le musée imaginaire de Malraux d'un côté, remplacer la religion par l'art, l'éducation artistique de l'autre. Alors là aussi, d'où vient cette idée précisément dans la biographie de Malraux? Malraux a déjà eu ce qu'on appelle un choc esthétique. Il est né au début du XXe siècle, et donc il se trouvait très très jeune, grand adolescent, à Paris, au Louvre, à l'époque où, en 1919, après la Première Guerre mondiale, on commençait à reconstituer des salles de manière temporaire. Tout avait été déplacé pendant la Première Guerre mondiale, de peur des destructions de la guerre, à raison. Et donc, les gens revenaient au Louvre, dont Malraux, tout jeune, pour voir ce qu'on pouvait voir, bon an, mal an, qui était rapporté petit à petit dans les salles. Et donc là, il avait subi un espèce de choc, une espèce de coup de foudre esthétique, de malaise même. Alors là, on pense alors il y a Pascal, mais à Stendhal à Florence, c'est le fameux syndrome de Stendhal, où en 1817, Stendhal sortant de Santa Croce, eh bien, avait vu de tant de beauté qu'il s'est senti mal à l'aise. Donc il y a ce choc esthétique, qui est un choc physique, psychologique, une sorte d'extase, véritablement, une extase esthétique. Eh bien, Subéron, je pense à Subéron là aussi, parce qu'au fond, 1919, c'est une date importante pour la Chine, Révolution de mai, etc., sa UNP, justement, la République, enfin ce mouvement. Et c'est le moment où Subéron, comme d'autres, Subéron se trouvait précisément, découvrait ce Louvre, alors j'allais dire redécouvrait, puisque Subéron avait pensé, avait rêvé des années en Chine, à Shanghai, à Pékin, au Louvre, avant d'y aller, puisqu'il avait dû attendre quelques années. Il avait dû attendre la fin de la guerre pour pouvoir se rendre à Paris et au Louvre. Mais la prise de conscience de Malraux, donc mon premier thème, c'est au fond qu'on comprend, eh bien, il faut en faire aussi la nôtre. En termes de moyens, évidemment, au XIXe siècle, on se rend compte que Victor Hugo, Baudelaire, tous les grands critiques d'art sur lesquels notre pensée esthétique s'est bâtie à partir du XIXe siècle, tous ces gens, Victor Hugo avait juste vu l'Italie quand il était jeune, Baudelaire avait vu très peu de choses. Stendhal avait été à Rome, mais avait été en Italie, mais pas à Rome. Donc, aujourd'hui, par contre, on peut tout voir. Alors, Malraux parlait de photographie, mais nous, avec la vidéo, Internet, on a tout à disposition. Et donc, il est presque impardonnable
pour moi, mais pour vous, en tant que jeune, étudiant, eh bien, de ne pas utiliser ces moyens. D'une part, évidemment, il faut éprouver cette émotion esthétique première, cette espèce de Big Bang esthétique. Et après ce Big Bang, il faut développer votre propre musée imaginaire avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, c'est-à-dire l'Internet, les livres, etc. Tout est accessible, pratiquement. Vous voyez, on a toujours des solutions. Enfin, on en reparlera, tous les musées aujourd'hui, les grands musées du monde, leurs collections, on les voit sur Internet, ouvertes. Les photographies, on peut voir toutes les œuvres présentes dans leur collection, on peut les voir sous différents angles. Donc il y a vraiment moyen pour nous, tout à chacun, spécialistes ou étudiants, chercheurs ou amateurs, et puis peu importe ce que vous ferez plus tard, mais faites-vous plaisir et développez les moyens de votre musée imaginaire, puisque c'est tout à fait possible, en tout cas beaucoup plus qu'à l'époque de Malraux, et je ne parle même pas du 19e siècle. Deuxième idée, l'idée de libération. Ah, la libération, voilà un beau mot. Libération, liberté. Effectivement, Malraux, à travers son musée imaginaire, a beaucoup modifié la perception de l'art et des musées en conséquence, après la Seconde Guerre mondiale. Une image, là aussi, célèbre de Malraux encore jeune, avec une statue, un visage de Bouddha, peut-être chinois, je pense. Et puis à droite, c'est à peu près la même époque, ou les mêmes époques, la célèbre photographie de Man Ray qui s'appelle Noir et Blanche, 1926, où on voit Kiki de Montparnasse, hein, avec cette pose célèbre, et un masque d'art africain. La libération, ça a été de considérer que tous les chefs-d'œuvre du monde entier étaient équivalents. Et ça, c'était une idée nouvelle. Parce que pendant très longtemps, on pensait qu'il y avait que l'Italie, l'art le plus important. Ah oui, tout en haut, l'Italie, la Grèce, puis après, la France. Après, bon, évidemment, ce qui était l'Océanie, la Chine, l'Afrique, l'Afghanistan, enfin, que sais-je encore. On savait que ça existait, mais on en tenait, c'était en périphérie. Et donc, c'est Malraux, un des premiers, qui a dit que non. L'art, tous les chefs-d'œuvre sont équivalents. Alors, il y avait le musée Guimet, il y avait le musée de l'Homme, tout ça a été préparé. Mais au fond, Malraux a vraiment, je dirais, théorisé, exprimé à sa manière, et dans le musée imaginaire, cette idée performative, efficace, ce paradigme, ce nouveau paradigme de dire que, eh bien, voilà, je passe à la photo suivante, si je peux. C'est la fin du règne absolu de la beauté méditerranéenne. Ça ne veut pas dire que cette beauté n'existe pas, mais de dire que c'est une beauté parmi d'autres, et qu'il n'y a pas qu'une seule beauté. Il y a la beauté méditerranéenne, mais il y a la beauté afghane, il y a la beauté chinoise, il y a la beauté papou, etc. Enfin, que sais-je, toutes les civilisations ont leur propre beauté et méritent d'être considérées à égalité. À tel point que, eh bien, dans ce monde qui était fermé à un monde ouvert, où toutes les œuvres se valent, tous les chefs-d'œuvre sont égaux, pour Malraux, il était tout à fait normal, et c'est une idée tout à fait nouvelle, aujourd'hui ça nous paraît, c'est une idée acceptable, sur laquelle une base de travail et une base intellectuelle, même affective, mais il fallait le faire à l'époque, de dire qu'une poupée indienne, une poupée Hopi, hein, ce qu'on appelle les poupées Kachina, hein, qu'on a découvertes dans le sud, pas très loin de la frontière du Mexique, hein, près de Pueblo, etc. Hein, et bien vous voyez là, on a une très belle image qui vient du musée du quai Branly, le musée Jacques Chirac, qui est justement précisément l'expression même, hein, de la continuité de l'esprit de Malraux. Eh bien, le musée des Arts Premiers, le musée du quai Branly, eh bien, on a la fille de la neige, un poupée Kachina, fille de la neige. Eh bien, pour lui, c'était l'équivalent de la Joconde. C'était pareil. Enfin, pareil. Les deux œuvres sont différentes, les deux chefs-d'œuvre sont différents, mais dans la vision malrussienne, les deux œuvres sont équivalentes. Et ça, c'était véritablement une révolution. Alors justement, je vous montre qu'on peut, hein, je vous mets je garde pas seulement les images des œuvres, mais l'image des pages internet où je les ai trouvées, parce qu'on trouve tout, hein, les descriptions de la Joconde, on a les différentes photos, je ne sais pas combien, photos, 13 photos, voilà, de la Joconde, en détail, comme on peut avoir sur un autre site, hein, des images très belles,
et sous différents angles de chefs-d'œuvre des civilisations indiennes, amérindiennes, précolombiennes, que sais-je encore. Hein. Donc voilà une idée importante de cette libération. Deuxième idée liée à la libération de Malraux et la nôtre concernant l'art, c'est ce qu'on appelle la métaphore. Oui, alors, le mot métaphore veut dire qu'en fait, Malraux, quand il parle de quelque chose, ou quand il parle d'un objet, il parle toujours d'un autre objet. C'est toujours la mise en rapport de choses différentes. C'est une manière de voir l'art qui est extrêmement efficace. Alors, ce n'est pas vraiment une confrontation. Quand je parle de métaphore, j'aurais pu dire la confrontation ou la comparaison. Non, c'est plutôt l'idée, comme je disais, de dire plusieurs choses en même temps, comme des juxtapositions qui permettent de mieux voir. C'est-à-dire en mettant une chose avec une autre chose différente, on voit mieux chaque chose, et en même temps, on peut voir les choses, les rapports éventuels qu'il y a entre les deux objets ou les deux formes. Donc ce sont moins des comparaisons que les métaphores, ou la métaphore, c'est moins une comparaison que le fait de pouvoir tisser des liens sensibles, et parfois de retracer des routes. À travers ces métaphores, on retrace des routes. En effet, on peut se dire, bon, les statues grecques, elles sourient, les statues archaïques du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle, bon, encore, elles sourient, et puis, comme les Bouddhas souriaient, comme on retrouve le sourire sur les statues jusqu'au Japon et en Corée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un lien. En tout cas, on peut les mettre ensemble comme une métaphore. Et effectivement, la métaphore, c'est de dire qu'on comprend mieux une sculpture grecque en la plaçant à côté d'une statue égyptienne, plutôt qu'à côté de 99 autres statues grecques. Alors c'est dit un petit peu de manière prosaïque, mais c'est extrêmement efficace. Alors, on a beau mettre 99 statues, 100 statues grecques les unes à côté des autres, on ne verra pas grand-chose. Enfin, on verra quelque chose, mais c'est limité. Alors que si on met à côté des statues grecques des statues égyptiennes, on voit qu'il y a quelque chose de commun, qu'il y a une forme de communauté dans la forme, et qui est peut-être pas forcément liée au hasard. C'est là où le discours de l'histoire de l'art, après la partie sensible, peut bâtir une réflexion qui nous montre qu'effectivement, il y a un lien entre les formes de la statuaire grecque archaïque, on voit un kouros et puis une choré, cette frontalité, avec l'image d'un pharaon et de princes et de princesses égyptiens d'Égypte, avec des différences. On voit bien que, par exemple, en Égypte, les sculptures restent en relief, donc adossées, même en relief, elles restent adossées à un bloc, alors que tout de suite, assez rapidement, la statuaire grecque se libère du bloc et devient en ronde bosse, même si dans la forme, dans la posture, dans la frontalité, il reste des choses qui viennent évidemment d'Égypte, de la période plus ancienne. Allons plus loin, autre comparaison typiquement malrussienne, autre métaphore, justement j'ai une comparaison, c'est pas comparaison, j'utilise le mot métaphore, attendez, je vais enlever ça, c'est pas beau, j'aurais dû l'enlever, les images sont plus nettes. Oui, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le même, on comprend mieux ici à droite l'ange de Reims, en le plaçant à côté d'un Bouddha du Gandhara, donc une région d'Afghanistan, avec une sculpture du Gandhara du 6e siècle, que plutôt de mettre à côté de 100 ou de 1000 statues gothiques. Inversement, on comprendra mieux si j'enlève. On comprendra mieux une statue du Gandhara, inversement, en la mettant à côté d'une statue grecque, plutôt que de la mettre à côté de 1000 autres statues du Gandhara. On voit bien qu'il y a une proximité, qui est une proximité de la forme et qui devient une proximité sensible. C'est-à-dire qu'on aimera, puisqu'on aime la statue grecque, on aimera la statue du Gandhara. On va découvrir, on découvre cette forme, mais on va aussi l'aimer, ce déhanchement. Vous voyez, le même déhanchement
dans la statue grecque que dans la statue du Gandhara. De même, je reviens au sourire de l'ange, et même le déhanchement de l'ange, ce fameux ange au sourire de la cathédrale de Reims, qui date du XIIIe siècle, eh bien, il y a un lien avec le Bouddha du Gandhara afghan du VIe siècle, comme il y a un lien avec, évidemment, l'Apollon, une sculpture grecque ancienne. Ici, une copie romaine d'après Praxitèle, Apollon Richelieu, parce que cet exemple est conservé en France. Donc on a ici, à travers la métaphore, à travers ces rapprochements parfois inattendus, de chefs-d'œuvre qui sont du monde entier et qui se valent, on a affaire à ces éclairs, ce qu'on appelle les éclairs de Malraux. Malraux a une fulgurance dans son discours, dans ses raisonnements, dans son éloquence, et au fond, c'est ce qu'on dit dans son style, j'en parlerai pas, mais le style même de ses écrits sur l'art, les écrits d'art, relèvent de l'éloquence. Il ne recherche pas les causes, parce que l'historien de l'art, lui, cherche les causes, le pourquoi du comment, comment il est l'œuvre, pourquoi, dans quel contexte, quels sont les prototypes. Non, lui, il laisse ça à l'historien de l'art, lui, il pose l'un à côté de l'autre pour nous faire comprendre et pour nous faire surtout aimer. Pour Malraux, l'art surgit du néant envers et contre tout. Et une œuvre d'art, ce qu'il faut retenir, une œuvre d'art peut être aimée sans cause, c'est-à-dire qu'on peut aimer une œuvre d'art sans avoir à se justifier de tout un appareil de critique, de raison, de oui, ça c'est mieux que parce que ça vient de là. Bon, pas du tout. Aimer, en art, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'avoir une vision. Donc l'intuition qui renforce l'amour de la forme, de l'objet, de l'image, permet après de mettre en relation des choses qu'on ne mettrait pas en rapport normalement avec une étude très sérieuse, très académique. Et on finit par développer une vision. Et au fond, c'est ce que j'aimerais là aussi vous dire, c'est que ce qui est important, ce n'est pas tellement l'accumulation d'informations ou le raisonnement dialectique d'un point d'aller de A à B, c'est la vision, de prendre de la hauteur et de regarder, d'avoir une vision sur le présent, tournée vers le passé et également vers l'avenir. Et ça, Malraux nous le dit très bien. Troisième idée, attachée à l'idée principale de liberté, c'est l'inversion, et là c'est encore plus fort, c'est l'inversion des termes du temps. Et Malraux nous dit que souvent, c'est l'art contemporain, donc l'art d'aujourd'hui, qui sert à comprendre l'art du passé, et pas l'inverse. C'est pas de dire, je suis allé de cette sculpture grecque, amenée avec le déhanchement qui a bougé, puis après, le mouvement s'est accentué, puis après, le sourire. Non, oui, mais il y a des situations où, en fait, il faut inverser, et c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut bien comprendre le passé. Un exemple célèbre, c'est quand Malraux dit que c'est Picasso qui nous permet de comprendre les peintures de Lascaux, les grottes couvertes de peinture en France, si célèbres, les peintures de Lascaux. Ici, je vous montre à l'image, un exemple un peu moins connu que Lascaux, c'est ce qu'on appelle la Vénus aurignacienne. L'Aurignacien, c'est une période de la préhistoire, donc on a affaire à une sculpture, la Vénus de Lespu, qui est des plus connues de Vénus aurignacienne. Ce sont des objets qui ont plus de 25 000 ans. 25 000 ans, voilà. Les femmes, quelle était là il y a 25 000 ans. Eh bien, pour comprendre une sculpture qui date de 25 000 ans, quoi de mieux qu'une sculpture contemporaine? Alors ici, ce n'est pas une sculpture de Picasso, j'ai pris exprès une autre, c'est une sculpture de Louise Bourgeois, qui est franco-américaine, qui a aussi été, comme Picasso, Giacometti, très pris, très capté par ces formes préhistoriques. Alors évidemment,
quand Malraux dit l'art contemporain est utile à comprendre les formes du passé, c'est l'art contemporain de son époque. Et là, j'aurais un petit peu un doute aujourd'hui. Je ne pense pas que l'art contemporain d'aujourd'hui permette, dans ses formes les plus avancées, de comprendre les formes du passé, puisque précisément, l'art contemporain a le fil d'or est rompu. Ce fil d'or des formes qui mènent aux formes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'expressions de l'art contemporain n'ont plus de rapport avec la forme. Ce sont des discours. Or, Malraux est un homme de la forme. Il fait dialoguer les formes entre elles. Ce qui est intéressant aussi dans cette idée du temps, d'inversion des propositions du temps proposée par Malraux, c'est que, il n'y a plus de temps, justement. C'est que tout est simultané. Et au fond, je suis en position, ce qui n'est pas du tout une position d'historien de l'art, c'est une position, je la défends, enfin, on verra. Mais l'historien de l'art, enfin, en tout cas l'amateur, l'amoureux, la personne qui aime l'art et les formes, doit être capable, au fond, de s'entourer. Voilà, il faut se placer au milieu et être capable d'avoir autour de soi toutes les œuvres de toutes les époques et de ne pas simplement se dire ah je ne peux pas parce qu'il faut d'abord que je vois l'époque qui a précédé puis après la suivante, etc. Non, oui, ça c'est bon pour l'étude, mais à un moment, mon regard et mon amour des formes, l'intérêt et la passion que j'ai pour ces formes, elle passe par une espèce de vue panoptique qui ramène toutes les œuvres de toutes les époques autour de moi, en tout cas celles que j'ai choisies, même pour un sujet particulier. Alors Picasso avait également et Malraux avait été assez proche de Picasso, puisque La tête d'obsidienne, il avait écrit même un de ses derniers ouvrages, je pense 74, c'était consacré à Picasso. Picasso disait, enfin voilà, en gros, il n'y a pas de temps, tout est semaines. Picasso, alors c'est la version anglaise, pardonnez-moi, j'ai trouvé que cette image. Donc on a une image de Lascaux, avec ses aurochs, ses bisons sauvages de la période préhistorique. Et puis de l'autre côté, Picasso qui peint aussi des taureaux, des bisons, enfin, en tout cas des de grands taureaux, comme sur les parois de Lascaux. Et au fond, Picasso disait qu'il n'y avait pas de progrès en art. Mais ça, c'est pas que Picasso. Ingres lui-même disait qu'il n'y a pas de progrès en art. Donc on peut très bien, là aussi, légitimement, prendre les chefs-d'œuvre de toutes les époques et les mettre autour de soi. Le temps n'a pas d'importance. Tout est simultané. Alors là aussi, il faudrait en tirer les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de progrès en art? Parce qu'évidemment, on dit toujours la nouveauté, l'art contemporain, souvent, c'est le serpent qui se prend la queue, qui se dévore lui-même. C'est il faut toujours de la nouveauté, il faut inventer de nouvelles choses. Ah non, non, ça, il ne faut pas le voir parce que ça a déjà été fait. Bon, combien de fois on entend les artistes? Ah non, non, mais moi, la main sur le cœur. Moi, je ne peux pas peindre. Je ne peux pas peindre parce que la peinture s'est dépassée. D'autres ont peint avant moi, alors moi, grand artiste, je préfère faire coller des bananes sur le mur, je ne cite personne, vous voyez ce que je veux dire, ou prendre des jouets en plastique et leur donner des tailles. Ça c'est formidable, personne ne l'a fait avant moi. Oui, mais enfin, le problème, c'est que c'est mauvais. Il vaut mieux faire de belles choses, de bonnes choses, même si elles ont déjà été faites, plutôt que de faire, passez mon expression, des ordures. Enfin bon, bref, c'est mon opinion. Alors, ce jeu avec le temps se poursuit, puisqu'on ne cesse de découvrir, d'ailleurs, des images très anciennes et des formes très anciennes. À la grotte Chauvet, alors là, on a des images, c'est juste tout à fait incroyable. La grotte Chauvet, en France, en centre-sud, la Dordogne, je ne suis pas sûr, plutôt dans le sud de la France, dans ces grottes, eh bien, on l'a trouvé récemment, encore en 94. Pas né, mais enfin, à l'échelle de l'histoire de l'art, et même des choses dont on parle, c'est rien du tout. On a encore trouvé, après Lascaux, d'autres grandes grottes couvertes là, de peintures absolument incroyables. Regardez les têtes, l'expression de ces lionnes en chasse. Enfin, elles ont chacune, ce sont des lionnes, mais chacune est une lionne différente de l'autre, qui a sa propre personnalité. C'est incroyable. Et ça a 36 000 ans. Alors là, on n'est même pas à 10 000 ans ou 12 000 ans. C'est 36 000 ans. Ça donne le vertige. C'est incroyable. Troisième idée, la métamorphose. Alors, je fais attention à la montre quand même. À 5h20. Ah non, ça va. 5h20, c'est bon.
L'idée de métamorphose, troisième grande idée, une métamorphose. Donc Malraux, c'est une prise de conscience, Malraux, c'est une libération, Malraux, c'est une métamorphose, toujours à travers le musée imaginaire. Donc je reviens sur une autre image de Hubert Robert, c'est toujours la Grande Galerie du Louvre, mais elle est en ruine. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs. Certains l'avaient, si j'enlève le titre, parasite image. Donc c'est la Grande Galerie du Louvre en ruine. Oui, le temps passe, tout coule, les œuvres d'art changent, les artistes disparaissent, les objets qui restent eux-mêmes subissent les outrages de l'histoire, des catastrophes. Eh bien, malgré cela, et c'est une troisième grande idée malroussienne, Malraux, la métamorphose, l'art ne meurt pas, l'art se métamorphose. L'art ne meurt pas quand il est art, l'art ne meurt pas. L'art qui reste, c'est celui qui ne meurt pas et qui se métamorphose. Et c'est pas seulement l'œuvre d'art qui se métamorphose, c'est nous aussi, nous métamorphosons. En effet, c'est la question de la survie des œuvres. Avec là aussi une citation, je ne l'ai pas mise sur le PowerPoint, mais je vous la dis et je vais la dire lentement, distinctement, que vous puissiez bien la comprendre, je l'espère en tout cas. Malraux disait, l'œuvre d'art, c'est la présence dans notre vie de ce qui devrait appartenir à la mort. La présence dans notre vie de ce qui devrait appartenir à la mort. C'est-à-dire que c'est, normalement, l'œuvre d'art devrait disparaître, mais non, justement, elle survit. Elle n'appartient pas à la mort, elle appartient encore à la vie. C'est ça le mystère de l'œuvre. La présence dans notre vie de ce qui devrait appartenir à la mort. C'est ça, l'œuvre d'art. Et on pense à ce qu'ont dû éprouver les artistes de la Renaissance en Italie, redécouvrant les sculptures grecques ou romaines dans les ruines, justement, de Rome ou des cités, de vieilles cités antiques qui étaient en train d'être excavées. Autre question aussi, et c'est pour ça que j'ai mis cette fameuse sculpture qui est probablement une sculpture, un grand bronze représentant Poséidon, le dieu Neptune, le dieu de la mer, un chef-d'œuvre de l'art classique, c'est comment une divinité devient une statue. Oui, c'est-à-dire beaucoup des objets que nous considérons aujourd'hui comme des œuvres d'art n'étaient pas vus comme des œuvres d'art au moment de leur création ou de leur fabrication. Et donc, l'idée de la métamorphose des dieux, c'est-à-dire comment un dieu devient la statue d'un homme, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages en 1957, mais qui s'appelle La métamorphose des dieux, où il explique cela, mais on reste dans le musée imaginaire. Et d'ailleurs, la première phase, presque en exergue, la première phase du musée imaginaire, c'est celle-ci. Et en creux, c'est bien ce que Malraux nous dit. Malraux nous dit, citation encore, tout au début, c'est le début de l'introduction du musée imaginaire, un crucifix roman n'était pas d'abord une sculpture, la Madone de Cimabue n'était pas d'abord un tableau, même l'Athéna de Phidias n'était pas d'abord une statue. Donc c'est bien ce que, tout de suite, en exergue de son musée imaginaire, c'est la métamorphose de l'œuvre. C'est-à-dire que ce qu'on considère aujourd'hui comme des œuvres d'art n'étaient pas des œuvres d'art au sens où on l'entend aujourd'hui. Un crucifix roman n'était pas une sculpture, une Madone, un grand tableau, un grand panneau d'un artiste du Trecento, du Quattrocento n'était pas un tableau, même évidemment l'Athéna, cette grande sculpture au cœur du Parthénon, ce grand temple sur l'acropole d'Athènes, n'était pas une sculpture, c'était pas une statue, c'était un dieu, c'était l'image même du dieu devant soi. Et donc, là aussi, pour
bien vous montrer à quel point nous avons de la chance d'avoir les moyens que nous avons aujourd'hui pour ce musée imaginaire, c'est que on trouve très facilement sur Internet eh bien, les images, le détail, les descriptions de tous les objets, de toutes les formes dont nous parle Malraux. Le crucifix roman, en voici un, il y en a plusieurs au Louvre, il y en a de très beaux ici, plusieurs photos. La Madone dont parle Malraux à propos de Cimabue, eh bien, il est au Louvre, on en voit sur le site toutes les photos. Et puis un exemple de cette statue Minerve, alors évidemment Athéna, qui est une copie romaine de l'original grec, qui était une grande sculpture tis-éléphantine, donc à la fois en ivoire et en or, qui a disparu, mais qui prenait, qui faisait plusieurs, de 10-12 mètres de haut, qui était dans l'acropole d'Athènes. En tout cas, on en connaît l'image, la forme, puisque le monde méditerranéen, on a reçu des copies, et le Louvre en a plusieurs, dont celle-ci. Et c'est ce à quoi fait allusion Malraux. Athéna n'est plus Athéna, c'est l'image d'une femme. Comme le crucifix n'est plus vraiment Jésus, c'est l'image d'un homme en croix. Donc l'œuvre a changé, évidemment. Le sujet et notre regard porté sur elle. Évidemment, l'œuvre reste, je redis cette phrase, l'œuvre, c'est la présence dans notre vie de ce qui devrait appartenir à la mort. Et au fond, ces formes, ces objets, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, ils nous parlent. Ils nous parlent et on ne peut pas s'empêcher de les entendre. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Vous pouvez voir quelque chose qui vient d'un univers, d'un monde que vous ne connaissez pas, océanien. Vous voyez la forme, vous en êtes saisi. C'était peut-être un objet de culte, une divinité. Il reste l'objet, il a sa forme et il continue. Il vous dit quelque chose, même si vous n'avez rien à voir avec cette culture. Même si vous n'êtes pas australien, aborigène, même si vous n'êtes pas mexicain d'origine aztèque, etc. Non, vous voyez une sculpture, une statue olmèque ou aztèque, vous serez touché. C'est ça qui est tout à fait incroyable et c'est ce que nous montre et veut nous faire comprendre Malraux à travers son musée imaginaire. L'œuvre nous parle et on ne peut s'empêcher de l'écouter ou de l'entendre. Alors, le musée imaginaire n'est pas non plus, il ne faut pas, voilà, un petit peu aussi relativiser. Voilà. Le musée imaginaire n'est pas celui des préférences d'un individu, pas seulement. C'est un ensemble d'œuvres qui varient selon les époques. C'est-à-dire que le musée lui-même, dans l'absolu, ce grand musée imaginaire qui rassemblerait toutes les œuvres, toutes les formes du monde, de l'histoire du monde entier, il change avec le temps. Et le musée imaginaire de l'époque de Malraux, ce n'est plus le musée imaginaire d'aujourd'hui. Mais ce musée imaginaire, lui-même, change l'art. Et c'est ça aussi sa force. Il change, il est en nous, il est devant nous, il est autour de nous, et il fait aussi, il a une action, une conséquence sur le travail des artistes eux-mêmes. Et ça, on le voit très bien à l'époque moderne, avec ce qui s'est passé pour le cubisme. Malraux aimait beaucoup Picasso, il pensait que Picasso résumait en lui-même toute l'histoire de la peinture, ce qui n'est pas faux. Eh bien, on se rend compte que ce musée imaginaire lui-même a changé l'art et continue de changer l'art. On voit au début du XXe siècle, donc vers 1900-1910, on a ici le détail à gauche eh bien, de ce tableau célèbre Demoiselle d'Avignon de Picasso, qui est censé fonder le cubisme. On a au centre un masque d'art nègre, ce qu'on appelle l'art nègre, entre guillemets, maintenant j'ai pas envie de me faire crucifié, enfin ce qu'on appelait à l'époque l'art nègre, donc ces visages primitifs, d'art premier venus d'Afrique. Et puis on a également, on l'oublie trop souvent, ce qui a aussi influencé beaucoup les premiers cubistes, c'est l'art roman. Ce sont ces visages, ces sculptures du haut Moyen-Âge, donc avant l'an 1000, probablement là une tête en grès, d'origine du centre de la France, qui date des années 900, du milieu du Xe siècle. Enfin, quatrième idée concernant la métamorphose, c'est l'idée du chef-d'œuvre.
là aussi, il y a eu des changements. Et au fond, là aussi, ces changements, nous savons qu'ils ont eu lieu, nous savons qu'ils ont encore lieu aujourd'hui et qu'ils auront lieu dans l'avenir, évidemment. Le chef-d'œuvre d'hier n'est pas le chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Le chef-d'œuvre d'aujourd'hui ne sera pas le chef-d'œuvre de demain. C'est une loi d'airain, implacable. Sans porter de jugement de valeur, ce qu'on peut dire, c'est que, en termes de nature, les chefs-d'œuvre ont connu une grande évolution entre le Moyen-Âge et l'époque moderne et contemporaine. C'est que, en tout cas moderne, c'est que pendant très longtemps, le chef-d'œuvre, c'est une œuvre très compliquée. C'est l'œuvre la plus compliquée possible. Donc, on a là, ici, j'ai pris également au Louvre, je crois, au Louvre-Lens. Voilà. Là aussi, on peut tout voir ce qu'il y a au Louvre-Lens, qui est l'annexe du Louvre dans le nord de la France. Reliquaire, chasse en forme d'église, Christ en majesté et crucifixion. Voilà. Donc, on a un objet très compliqué, un espèce de trésor. Ça rappelle aussi, c'est l'objet le plus abouti, le plus compliqué qui a été façonné par les artisans. On est à la limite avant l'existence même de l'artiste reconnu en tant qu'artiste, évidemment. C'est l'objet qui compte dans sa complexité. Ça fait encore penser à ce type de fonctionnement. C'était le plus beau meuble qui était fabriqué par les compagnons, encore au XIXe siècle, la tradition des compagnons, des artisans. Ils devaient présenter un chef-d'œuvre. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et enfin, depuis la Renaissance, cette notion a évolué. Et au fond, le chef-d'œuvre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est l'œuvre la plus parfaite. Et comme œuvre la plus parfaite parmi les œuvres les plus parfaites, eh bien, on pense évidemment à Mona Lisa, à la Joconde, ce tableau qui est au Louvre, rapporté en France par Leonardo. Et donc là, vous allez sur le site du Louvre, on a la Joconde sous toutes les coutures, avec des photos extrêmement intéressantes, très précises, très au-dessus de ce qu'on pouvait évidemment avoir à l'époque même de Malraux. À quoi sert le chef-d'œuvre? Au-delà même de l'œuvre d'art. Enfin. Bon, il est indubitable que de dire qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre, c'est pas vrai. Il y a des œuvres d'art, elles sont souvent très bonnes. Je peux même aimer une œuvre que d'autres trouveront tout à fait banale ou commune. C'est mon droit, c'est mon goût. Mais enfin, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des œuvres qui s'imposent comme capitales. C'est pas forcément la dimension. Enfin, souvent, ça joue. Par exemple, la Joconde n'est pas un très grand tableau. Mais pour revenir à Picasso, effectivement, Picasso qui, aux yeux, encore une fois, de Malraux, résumait toute l'histoire, pas l'histoire de l'art, pas au moins, presque si, puisqu'il y a aussi le sculpteur Picasso, mais résumait en tout cas toute l'histoire occidentale de la peinture en lui-même. Eh bien, Picasso a fait des natures mortes, des petites natures mortes, ou même des grandes natures mortes, tableaux qui sont parfaits, qui du point de vue cubiste et de l'art de Picasso sont tout à fait parfaites, exemplaires. Pourtant, Guernica, c'est quand même autre chose. Et c'est là où il y a le côté un petit peu tragique. L'art, en tout cas en Occident, et Malraux ne peut pas s'en départir, l'art, le chef-d'œuvre est tragique. Écoutons ce que dit Malraux à propos de Guernica. J'espère que vous allez pouvoir comprendre. Jamais on le repassera deux fois. Encore une fois, cette voix extraordinaire de Malraux, je dirais d'Outoton, mais qui est toujours vivante quand on l'entend, si forte. Il n'y a pas que la dimension, il y a aussi la signification. Nous pouvons très bien supposer une nature morte de Picasso qui soit une réussite éclatante. Bien. Seulement, il n'y aurait pas le tragique de Guernica. Il n'y aurait pas le massacre. Il n'y aurait pas le tragique de Guernica, il n'y aurait pas le massacre. Effectivement, le sujet compte quand même. La forme, oui, l'ampleur, la réussite technique, mais le sujet, évidemment, le sujet nous touche, nous parle. Et donc, Guernica, ce tableau gigantesque, Guernica, c'est un tableau qui fait 3,50 m de haut sur presque 8 mètres de large. Ce tableau fait à Paris en 1937 et présenté lors de l'exposition internationale de 1937 à Paris. On a tous l'image avec le Trocadéro, il y a le pavillon soviétique faisant face au pavillon nazi.
allemand. C'est avant la guerre. On sent déjà l'opposition entre les deux systèmes. Eh bien, pour le pavillon espagnol, pour la République espagnole, Picasso avait proposé ce tableau. D'ailleurs, Picasso avait été nommé directeur du Prado par la République espagnole, avant qu'elle ne soit abattue par les franquistes. Et donc, ce tableau énorme, hein, fait à Paris, présenté à l'exposition internationale Guernica, commémoration de ce bombardement effroyable par l'aviation franquiste et allemande d'un village du Pays Basque, d'une petite ville du Pays Basque, bien l'image du XXe siècle, de ces destructions, on dirait c'est encore d'actualité, enfin bref, on n'insiste pas. Donc on voit, ce tableau a été gardé pendant 40 ans à New York, hein, au MoMA, au musée d'art moderne, et il est revenu en Espagne, mais après la mort de Picasso, une fois que l'Espagne est revenue à la démocratie et que Franco était parti. Donc maintenant, on peut voir le tableau de Picasso, ce chef-d'œuvre, hein, je dirais cette œuvre magistrale, ce sommet en Espagne. Le tragique, oui. Alors là, je ne vais pas insister, mais il y aurait ce serait la dimension philosophique du musée imaginaire, de dire que l'œuvre n'est pas le résultat d'un contexte. L'œuvre est, et même Guernica nous le montre, c'est compte. L'œuvre d'art et le chef-d'œuvre d'autant plus à travers le geste de l'artiste, original. C'est pour ça que la copie n'a pas de valeur. Mais le geste original de l'artiste à travers le chef-d'œuvre est une rébellion, c'est un non à la condition humaine. Vous connaissez l'ouvrage, on a dit la condition humaine, mais la condition humaine, non, c'est ce que doit refuser l'homme. L'homme libre, l'homme est debout, et l'artiste, surtout, est debout, et il dit non à la condition humaine par son geste, par le chef-d'œuvre, et quand il réussit cet acte héroïque, eh bien, le chef-d'œuvre reste, et l'art se métamorphose et traverse les âges. Mais je n'aurai pas le temps, évidemment, de pouvoir explorer avec vous cette dimension philosophique. On pourra le faire, ce serait l'objet d'une deuxième séance. Hein. L'artiste et le chef-d'œuvre, ce qu'on appelle l'antidestin malrussien. Hein. L'artiste détruit l'histoire en la transformant. L'artiste ne doit pas approfondir son œuvre, mais sa révolte. C'est pour ça que Picasso n'a jamais approfondi son œuvre. Il a changé de style très souvent. L'artiste lutte contre les destins. Il ne transcrit pas le réel, il en est le rival. Là aussi, l'idée de ne pas copier la nature, parce que ça se discute, mais l'artiste ne copie pas la nature. L'artiste est le rival de la nature. Il refuse d'imiter, et ça, c'est assez intéressant. Malraux nous dit que les bisons de la grotte de Lascaux, qu'on voit sur les parois de la grotte de Lascaux, eh bien, sont doués d'une vie différente. Ils sont doués de vie, mais ce n'est pas la vie des vrais bisons. C'est une autre vie qu'il nous montre à travers leur forme. Voilà. Le geste à travers l'œuvre originale, le chef-d'œuvre, triomphe de la mort. J'ai envie encore d'écouter cette voix de Malraux à propos de Guernica et sur le tragique de l'œuvre d'art et du chef-d'œuvre. Il n'y a pas que la dimension, il y a aussi la signification. Nous pouvons très bien supposer une nature morte, Picasso, qui soit une réussite éclatante. Bien. Seulement, il n'y aurait pas le tragique de Guernica. Il n'y aurait pas le massacre. Épilogue. Bien finir, arriver à la conclusion. Et j'ai envie un petit peu, si on peut, un petit peu discuter. On pourra quelques questions, vous me direz. La postérité de Malraux, et notamment, alors, je ne parle pas de son œuvre littéraire, de la postérité des écrits sur l'art de Malraux, de sa pensée, du musée imaginaire. Effectivement, Malraux avait tous les pouvoirs, était très écouté quand il a été ministre de la Culture, mais évidemment, dès qu'il est mort, dès qu'il est parti, bien, on a commencé à le critiquer très fortement, et je dois dire même que maintenant, il est presque oublié, même si je pense que dans ses écrits, ce sont ses écrits sur l'art qui survivront le plus par rapport à son œuvre romancée. Et un petit peu comme pour illustrer cette critique, mais déjà ancienne, très acerbe contre Malraux et son musée imaginaire,
je convoque ici un grand nom de l'histoire de l'art, Ernst Gombrich. Gombrich, né en Autriche, viennois, mais qui a surtout fait carrière après, qui est un petit peu le symbole de l'histoire de l'art en Angleterre et aux États-Unis. Donc voilà ce que disait dès 1954, ça a été traduit plus tard, mais en anglais, c'est la traduction, mais le texte original date de 1954. Ce que dit Gombrich dans un article assassin, ce que dit Gombrich à propos de Malraux. Gombrich, c'est lui qui a fait Story of Art, vous savez, c'est très connu dans l'historiographie anglo-saxonne, même universelle. Mais bon, Gombrich disait à propos de Malraux, je le lis, le texte de Malraux ressemble à une simple série d'aperçus, parfois brillants, parfois vains, c'est-à-dire inutiles, mais où l'on ne trouve nulle part, dit-il, ce sentiment de responsabilité qui fait l'érudit ou l'artiste. Donc pour lui, Malraux n'a jamais dit des choses qui sont parfois brillantes, mais souvent qui ne servent à rien, et qui en tout cas ne sont pas responsables. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que ferait un vrai artiste ou un vrai érudit, donc un vrai historien de l'art. Rien ne prouve que Malraux ait passé une journée entière à lire dans une bibliothèque, ni qu'il ait même essayé de se mettre en quête d'un fait nouveau. Et donc là, on voit bien, Gombrich, c'est l'historien de l'art, brillant évidemment, l'historien de l'art qui a des talents d'écrivain, qui a même des visions proches de la philosophie, mais qui critique l'écrivain qui, inversement, comme Malraux, fait un peu de l'histoire de l'art. C'est ce point d'achoppement entre historien de l'art et écrivain d'art. Il y a aussi une forme de mépris, un petit peu de jalousie anglo-saxonne, encore une fois, je le pense. Les anglo-saxons sont assez critiques, parfois jaloux, allez, lâchons le mot, d'une sorte de fulgurance française, de furia francese, qui est la capacité en France, d'une part d'être très rigoureux sur le point de vue intellectuel, mais également d'avoir une fulgurance, d'associer des idées qui ne devraient pas être associées. Ou la Révolution, l'iconoclasme, un tas de choses comme ça. L'humanisme français qui est très, de Voltaire à Rousseau, qui est assez incompréhensible ailleurs en Europe. Le génie ne s'explique pas, il se constate. Et au fond, Malraux illustre, comme d'autres, comme Napoléon dans le domaine militaire, de cette manière, le génie ne s'explique pas, il se constate. Et donc, ce génie français, s'il existe, ne s'explique pas, il se constate. Maintenant, laissons de côté Gombrich et sa jalousie, si je puis dire. Voyons ce qui s'est passé à partir des années 80. Et là, je me mets en cause, puisque ma génération avait une image assez lugubre, fantomatique de Malraux, avant qu'on le lise. Mais c'était aussi un autre moment. On a été éduqués comme historien de l'art, comme post-malraussien. C'est-à-dire que Malraux, c'était bien, mais il fallait passer à autre chose. Il fallait au fond revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus académique, un peu plus, là aussi, un peu éloigné des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que Malraux disait que les œuvres secondaires nous encombrent. Il faut s'occuper que des chefs-d'œuvre. Pour l'historien de l'art, c'est un peu dur à avaler. Et le Louvre, au fond, est un musée de chefs-d'œuvre, mais l'anti-Louvre, on s'en rend plus compte aujourd'hui, ça a été le musée d'Orsay. Et au fond, le musée d'Orsay a été un musée qui a été fait contre la pensée malraussienne, et il a été fait en 86. C'est au moment où j'allais sortir du lycée et devenir étudiant en histoire. Donc, on était très dans cette ambiance. Orsay, c'était, il y avait le Louvre, un peu dans la tradition humaniste, etc., le musée total. Il n'y avait pas encore le musée des arts premiers Chirac, tout ça a été dans l'air. Mais il y avait Orsay qui était une espèce de monument de l'art académique. C'est-à-dire qu'au fond, on considérait qu'il y avait les impressionnistes, d'accord, mais qu'il n'y avait pas que ça, qu'il y avait eu Cain de Cormon, Cabanel, c'était très bien, d'une certaine manière, l'Olympia de Manet, c'est très bien, mais la naissance de Vénus sortant des eaux, face au déjeuner sur l'herbe, ça faisait sens. Il y avait un besoin de pas simplement voir les chefs-d'œuvre, mais également voir d'autres chefs-d'œuvre. Et ça, au fond, Malraux n'aurait pas aimé. Malraux
n'aurait jamais fait un musée comme le musée d'Orsay, dont l'aspect même n'est pas du tout malrussien. On a pris une vieille gare, on l'a restaurée, on a mis toute l'époque entière, force et faiblesse, ensemble, pour faire comprendre une époque. Donc c'est totalement, d'une certaine manière, à l'encontre de la pensée de Malraux. Mais, écoutez, soyons comme toujours, ni dans l'excès d'un côté, ni dans l'excès dans l'autre. Malraux, c'est très bien, Orsay, c'est très bien, il y a une voie d'équilibre, on peut très bien considérer les deux choses, les deux mouvements. Alors, pour finir, cette idée que, sans le savoir, nous faisons tous maintenant, surtout, c'est pour ça, la paix entre Orsay, Malraux, ça, ce serait... On va en faire autrement, puisque finalement, on fait tous du Malraux. Donc, je vous montre des images, c'est pas pour... j'avais vu cette photo de Malraux au milieu de ces images, d'ailleurs, je ne la connaissais pas, enfin, je l'avais oubliée. Et donc, je me suis rendu compte que quand on a fait des expositions, la dernière Manchine, on faisait pareil. C'est-à-dire qu'on utilise les photographies pour pouvoir... On est obligé d'utiliser un musée imaginaire au départ pour convoquer les œuvres et faire son exposition. On ne peut pas faire autrement. C'est pas en ayant au départ les œuvres sous les yeux réels qu'on va pouvoir mettre en ordre, créer ce mouvement, cette histoire. Donc on est bien obligé de faire comme Malraux. Donc l'idée même essentielle, avec ce houdon au cœur de l'exposition, comme un pivot autour duquel tout le temps tourne, peu importe les œuvres, si elles datent comme du XVIe siècle ou de la fin du XIXe siècle, tout tourne autour d'une œuvre centrale. Ça, c'est très malrussien. Un historien de l'art ne ferait pas ça, il mettrait en ordre l'un après l'autre. Non. Donc nous faisons, je fais comme d'autres, évidemment je ne suis pas le seul, on fait du Malraux quand on fait des expositions. Et puis on passe des images après à la maquette, là aussi, on met en ordre, en place, avec les moyens d'aujourd'hui, toujours les photos, pour raconter une histoire, pour avoir une vision jusqu'à l'exposition. Et donc, on a l'idée, les photos, son musée imaginaire, en tout cas, entre guillemets, pour un sujet ou pour une exposition. Et finalement, l'exposition, les objets sont présents, amenés dans un espace avec ce houdon au milieu de la salle du musée de Shanghai, avec à la fois des tableaux plus anciens qui remontent, des pièces qui remontent au XVIe, XVIIe siècle, et puis la Révolution française, c'est l'homme de la Révolution française, l'homme qui se mesure, l'homme la mesure de toute chose, avec derrière l'image de la ruine, c'est Servandoni, comme la ruine du Louvre d'Hubert Robert, et puis on a devant ce premier tableau néoclassique de David, de Jacques-Louis David, qui est précisément l'artiste agissant dans la Révolution française. Donc, nous faisons tous du Malraux et je vous invite, vous, à faire du Malraux, à être malrussien à votre manière. Je me permets de montrer des photos maintenant de vos camarades de Sisus. J'espère qu'un certain nombre d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Alors, il y avait, oui, le groupe Art avec, je reconnais, Mouchi, Julien, Joël, également Émilie et Andrea en haut, là, avec un très beau plan. Et puis, Uchine et Léonie qui avaient fait quelque chose aussi sur le Bon Berger, et une pensée aussi, Laura en fait partie, sur ce groupe Art, cette Formule 1 des Muses, je sais pas, il y a une recherche sur le titre à donner à ce groupe, avec l'histoire de salon et de réflexion sur l'art. Soyez tous malrussiens, et utilisez ces idées de Malraux, travaillez avec les images, soyez un peu fous, un peu farfelus, comme il l'avait été, pour pouvoir, avant tout, aimer les formes et les mettre en relation les unes avec les autres. Donc, je crois qu'il y a un projet d'exposition en cours. Je ne dévoile pas, ce n'est pas un secret, simplement. Voilà, je crois que ça m'a été communiqué, donc je ne monte pas longtemps. C'est ce que j'appelle le jeu du commissaire. Il faut une idée d'exposition, il faut une question, il faut des œuvres, pas forcément beaucoup, pas forcément d'ailleurs des chefs-d'œuvre. Il faut raconter une histoire, et puis après, il faut implémenter, il faut mettre ça dans un espace d'exposition. Bon, écoutez, je crois quelque chose sur le portrait féminin, c'est très bien, mais encore une fois, c'est ce que j'avais dit à Laura, c'est que le sujet est très social.
Ah, ce sont comment vivaient les femmes, les différents milieux. D'accord, mais un message qui vient, non pas de moi, mais de la leçon à retenir de André Malraux et de son musée imaginaire, mettez en rapport les formes, parlez d'art d'abord. Après, hein, l'époque, les pesanteurs sociales, les riches, les pauvres, hein, d'accord. Voilà. Alors, je n'ai pas fait bien mon travail, parce que j'aurais dû vous donner une bibliographie. Simplement, une seule référence, bon, indépendamment des œuvres de Malraux lui-même, mais une référence vraiment malrussienne en termes de biographie, c'est ce qu'on appelle la collection Univers des formes. C'est une série, alors attendez, de 46 volumes, hein, gros comme ça, je sais pas, là j'ai le dessin là. En comparaison, ça doit être un ouvrage qui doit être là, c'est sur un, mais c'est ce type d'ouvrage. Donc c'est plusieurs centaines de pages avec des photographies tout à fait exceptionnelles qui ont révolutionné l'histoire de l'art en France et puis ailleurs, en Europe. Hein. Donc on avait, je militerais pour que ces univers des formes, maintenant plus petits, d'ailleurs ça a été édité en plus petit, en poche d'ailleurs, soient disponibles chez vous à Sisu parce que c'est un monument qui a été inspiré concernant les arts du monde entier pratiquement, et puis de toutes les époques. Donc, il y a 46 volumes, je crois, des milliers, des dizaines de milliers de clichés. Ça a été inspiré par la pensée de Malraux. L'univers des formes, c'est le musée sans mur, c'est une belle image, convoquée par Malraux, qui, fort des possibilités offertes par la photogravure, c'est la préhistoire, maintenant avec Internet, enfin, rend visible en un seul lieu un nombre illimité d'œuvres, monumentales ou miniatures, de toutes origines, et favorise par le traitement graphique, les illustrations, les rapprochements que l'œil peut exercer, n'aurait su discerner. Directeur de collection, Malraux, pour l'interrogation, disons plutôt d'un musée de papier. Intéressant. Voilà, je vous invite. Là, moi, j'adorais. Alors, c'était le Charbonneau, c'était Sarkany. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'ai fini. Donc, je reviens à la page initiale. La boucle est bouclée. Je vous remercie.